Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Et on commence par l'information de la nuit. Le Sénat a supprimé le compte pénibilité dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises. 187 sénateurs UMP et centristes ont voté pour sa disparition contre 152 pour la gauche. Le compte pénibilité est une des mesures phares de la réforme des retraites, très critiquée par le MEDEF qui la juge inapplicable et anxiogène pour les entrepreneurs. Et on reste au Sénat où se prépare aussi l'examen du projet de loi déjà adopté par les députés sur la transition énergétique. Ce matin, c'est le climatologue Jean Jouzel qui a été entendu par les sénateurs. Pour lui, il est encore possible de ne pas augmenter la température de 2 degrés, comme le préconise le rapport du GIEC. On l'écoute. Si on continue sur la trajectoire sur laquelle nous sommes, nous risquons d'aller vers 4 degrés en moyenne à la fin du siècle. Et ça se poursuivra par la suite. Quand on regarde l'augmentation de l'effet de serre, elle est pour les 3/4 liée à notre utilisation des combustibles fossiles. C'est le deuxième point important du rapport, c'est que la température de stabilisation à long terme, celle dont on parle dans cet accord climat, c'est-à-dire des 2 degrés, directement proportionnelle à la quantité cumulée de gaz carbonique. Parmi les trajectoires possibles, c'est de diviser par 2, voire par 3 les émissions à horizon 2050. Comment ? Efficacité énergétique, pas de surprise, renouvelable, nucléaire et du stockage, piégeage du gaz carbonique. Le Sénat qui s'est doté d'un nouveau comité de déontologie. La première réunion avait lieu ce matin. C'est l'UMP Jean-Jacques Hyest qui en est le président, le sénateur de la Seine-et-Marne qui s'insurge contre le tous pourri. On l'écoute au micro de Quentin Calmy. Le Sénat a choisi pour examiner les problèmes de conflit d'intérêts en fait. Ce n'est pas les incompatibilités, c'est une autre question. Pour les conflits d'intérêts, a choisi de créer un comité de déontologie et non pas un déontologue extérieur. On dit beaucoup de choses des parlementaires, ils sont, vous savez, la tous pourris, c'est pas vrai. D'abord, c'est complètement faux. La très grande majorité des parlementaires est honnête. Quelquefois, elle est imprudente. Il y a certains qui sont imprudents, mais je crois qu'ils ne savent pas. Il faut leur apprendre les règles déontologiques et se poser toujours la question de la déontologie. Le budget de la sécurité sociale examiné en commission ce matin. Environ 200 buralistes ont par ailleurs manifesté devant le Sénat pour dénoncer la hausse des taxes sur les cigares et cigarillos et plus généralement contre la politique du gouvernement sur le tabac. On écoute le président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. Notre message, c'était non à une augmentation des taxes de 216% et pour que le marché continue à travailler et que les gens n'aient pas à acheter leurs cigares au Luxembourg, qui, c'est bizarre, mais Luxembourg a baissé ses taxes. Donc c'est pour pas qu'on meure aussi, parce que aujourd'hui le marché déjà n'est pas facile et on a déjà perdu 870 buralistes cette année et ça pourrait être plus grave, donc c'est inquiétant. Et pour parler du budget de la sécurité sociale, Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors le texte a été examiné ce matin en commission. Il sera examiné en séance lundi 10 novembre à partir de 14h30. Quelles sont les modifications apportées par les sénateurs sur ce texte? Ce qu'il y a de très clair, c'est que c'est un budget de la sécurité sociale de droite qui va être examiné par le Sénat la semaine prochaine. Le texte de l'Assemblée nationale a été considérablement modifié. 55 amendements ont été adoptés ce matin, notamment à l'initiative du rapporteur, le centriste Jean-Marie Van Lerenberg, également le président de la commission des affaires sociales, l'UMP Alain Milon. Alors l'objectif de tout ça, en tout cas, c'est bien de voter, de faire adopter ce texte, plutôt de droite, donc dans son intégralité au Sénat. Rappelons que ça va être une première depuis 3 ans, puisque depuis 3 ans, tous les textes budgétaires ont été repoussés par le Sénat, faute de majorité, étant donné la fragile majorité de gauche à l'époque. Alors que propose la droite, Tam? Qu'est-ce que ça veut dire un budget de la sécurité sociale de droite? Eh bien écoutez, déjà elle propose sa mesure phare, 1 milliard d'économies, avec tout d'abord toute une série de mesures qui sont comme ça plutôt consensuelles, rendre les soins moins redondants, pour supprimer les soins également inutiles, par exemple en organisant mieux les rapports entre le médecin traitant et l'hôpital. On prend un exemple tout simple. Votre médecin vous fait faire un examen, une prise de
intéressant, une radio. Sur cette base, ils décident de vous hospitaliser. Et puis quand vous arrivez à l'hôpital, on vous fait faire exactement les mêmes examens. Eh bien, c'est exactement ce que les sénateurs veulent faire en sorte de ne plus avoir. Ils proposent pour cela la mise en place d'un dossier médical biologique où tout le monde comme ça pourrait partager ces données. Ils estiment que c'est plutôt facile aujourd'hui puisque toutes ces données sont déjà numérisées. Rappelons tout de même que ça ressemble au dossier médical personnel, un dossier qui part du même principe mais qui est beaucoup plus ambitieux. C'est un véritable carnet de santé informatisé. Pour l'instant, c'est un échec. Des mesures plutôt consensuelles, Tam. Est-ce que la droite propose aussi des mesures que la gauche va rejeter? Ah ben oui, évidemment. D'abord, la mesure phare de la gauche, la modulation des allocations familiales selon les revenus. Ça, là-dessus, la droite considère que c'est une véritable attaque contre les familles, puis que ça va à l'encontre de l'universalité de ce type de prestations. Ça ampute tout de même le budget de 400 à 700 millions d'euros par an. Il faut donc trouver des économies et là-dessus la droite a également ses idées. Alors parmi les propositions qui vont certainement susciter des débats dans l'hémicycle, il y a d'abord la retraite à 64 ans en 2024 ou encore la suppression de la journée de carence dans la fonction publique, une mesure qui avait été rétablie par la gauche dès l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Rien que dans les hôpitaux, ça pourrait rapporter 70 millions d'euros par an et puis toute une série de mesures encore sur les génériques, les achats groupés de vaccins, la tarification des urgences dans l'hôpital ou encore la lutte contre la fraude. Enfin, sachez que la droite compte, lors de l'examen de ce PLFSS, titiller la gauche sur les économies qu'elle prévoit. Pour la nouvelle majorité, le budget du gouvernement est très très optimiste. Le compte n'y est pas. Merci beaucoup Tam et on vous retrouve à 19h. En attendant, je vous propose tout de suite de suivre l'audition de François Rebsamen. Le ministre du Travail est entendu par les sénateurs de la Commission des Affaires sociales. Mais cette fois sur le volet emploi du PLF, le projet de loi de finances pour 2015. On se retrouve tout à l'heure. Vous n'allez pas vous excuser, vous étiez à l'heure. Et on n'a même pas eu le quart d'heure bourguignon. Donc voilà, je salue le rapporteur et l'ensemble des membres de la commission, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs. Je l'ai dit, effectivement, vous l'avez rappelé, monsieur le président, je l'ai évoqué avant-hier soir à l'Assemblée nationale, le budget 2015 de la mission Travail-Emploi est un budget d'exigence auquel j'ai fixé 3 objectifs. La lutte contre le chômage, priorité numéro 1, faire mieux avec à peu près autant et répondre efficacement ou le plus efficacement possible à l'urgence du moment. Exigence à l'égard des demandeurs d'emploi, donc, exigence à l'égard du service public de l'emploi, exigence à l'égard des entreprises. C'est un budget d'exception, car c'est un budget, dans un contexte que vous connaissez, de réduction importante de la dépense publique, qui est globalement stable. Vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, quelques modifications ont été apportées l'autre soir, et il s'élève donc à 11,3 milliards d'euros, contre 11,4 milliards d'euros l'année dernière, soit une baisse d'environ 1%. Le premier principe, donc, améliorer notre intervention sans augmenter les moyens, c'est-à-dire être plus efficace. Je parlerai de Pôle emploi. Ces moyens, nous les avons accordés à Pôle emploi depuis 2012, puisque 2012-2013, c'est 4000 emplois supplémentaires qui sont venus renforcer les équipes existantes. Maintenant, il faut faire mieux avec ce que l'on a et qui est sanctuarisé pour l'année 2015. Le budget de Pôle emploi est effectivement sanctuarisé. J'y reviendrai à hauteur d'un peu plus de 1500 millions d'euros. 19, très exactement, 1519. Dans le cadre de la convention tripartite avec l'UNEDIC et Pôle emploi, il s'agira d'améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi tout en développant une offre spécifique pour les plus petites entreprises. Nous y travaillons. Un budget constant, atteindre ces objectifs nécessitera, c'est vrai, une mise en œuvre progressive et des gains d'efficience et des redéploiements à l'intérieur de Pôle emploi. Deuxième sujet, et pas des moindres, l'insertion par l'activité économique. Je sais que vous y êtes attachés, les uns les autres, moi-même aussi. Le financement de l'insertion par l'activité économique, c'est 240 millions qui y seront consacrés, un effort de plus de 40 millions d'euros depuis 2012.
et une indexation, mais vous le savez cela, sur l'évolution du SMIC qui entrera en vigueur dès 2015. Au total, c'est un effort de 820 millions d'euros, en incluant les 580 millions d'euros pour les contrats aidés dans le domaine de l'IAE, qui sont en cours de transformation en aide au poste. Et la réforme de l'IAE, qui entre en vigueur, change la donne avec un financement sous forme d'aide au poste, qui était demandé d'ailleurs par les structures de l'IAE, entreprises d'insertion, chantier atelier d'insertion, qui rendra le financement du secteur plus dynamique, avec une part variable qui sera fonction de la réalisation des objectifs et du retour à l'emploi, notamment, comme indicateur. Deuxième principe qu'on peut rappeler, essayer de faire en sorte que chaque euro engagé soit un euro utile. Des choix doivent être faits tous les choix ne sont pas consensuels, c'est vrai, mais c'est le prix, je le crois, de l'efficacité que nous recherchons. À cet égard, je pense aux maisons de l'emploi. Leur vocation première des maisons de l'emploi a en partie, je parle de la vocation première, disparu avec la création de Pôle emploi. Dès 2013, nous avons interrogé leur plus-value et confirmé en 2014 le recentrage de leur mission. Dans le contexte sérieux budgétaire qui caractérise la loi de finances 2015, je dois donc être en la matière équilibré et juste. Je propose donc de reconduire, et c'est ce qui est inscrit, au niveau de l'an dernier, les crédits de fonctionnement des maisons de l'emploi, à savoir 26 millions d'euros, mais je rejette tout financement spécifique complémentaire. Et j'ai pris l'engagement à l'Assemblée, je le renouvelle devant vous, je m'engage à ce que les maisons de l'emploi aient accès aux crédits qu'on appelle des crédits de droit commun, qui sont les crédits d'accompagnement des mutations économiques, qui s'élèvent en crédit de paiement à 40 millions d'euros pour l'année, lorsqu'elles ont un projet à fort potentiel de plus-value. Dans un contexte de chômage de masse et d'allongement de la durée passée au chômage, malheureusement, l'urgence implique que les efforts soient concentrés en vue d'offrir le plus rapidement possible une solution d'emploi ou d'activité ou de formation et d'éviter l'éloignement durable du travail, du marché du travail. Des mesures de saine gestion vous sont proposées par ailleurs dans ce projet de budget. La mobilisation des réserves de l'association qui gère les fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, AGFIP, et celle du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Elle mobilise des réserves dormantes sans porter atteinte aux moyens des uns et des autres, ou plutôt des unes et des autres. Et cela représente 2 fois 29 millions d'euros. Pour ce qui concerne le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, j'indique par exemple que les fonds qui restent à disposition, les fonds de trésorerie, s'élèvent à 394 millions d'euros. Donc ça n'affecte pas la politique de l'emploi des personnes handicapées, dont les moyens, vous le savez, ont été fortement augmentés depuis 2012, de plus de 20%, et qui vont être encore accrus, puisque j'ai répondu favorablement à un amendement qui était présenté à l'Assemblée nationale pour la création de 500 aides au poste dans les entreprises adaptées pour un coût de 7 millions d'euros. Je rappelle que les entreprises adaptées avaient eu du mal à consommer les postes qui leur avaient été proposés lors des derniers budgets et que nous avons ajusté cela en fonction de leurs demandes. Troisième et dernier principe, concentrer l'effort sur les priorités. Alors, un effort massif, mais ça, tout le monde en est conscient, il faut le faire pour la jeunesse, avec la garantie jeune et les missions locales. La garantie jeune, il y a un objectif qui est donné, qui est fixé, 50 000 jeunes dès 2015, 160 millions d'euros, c'est plus 100 millions d'euros par rapport à 2014, dont 30 millions d'euros de crédits européens. Un accompagnement de ceux qui sont au bord du décrochage, ou à mon avis qui ont déjà décroché, mais aussi une petite allocation qui leur permet de pouvoir suivre des périodes de stage d'immersion en entreprise. La France a été la première à mettre en œuvre la garantie jeune, et donc il y a des financements spécifiques européens pour cela. Ça s'adresse à des jeunes qui sont ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire qui sont sans emploi, sans formation et sans stage au moment de leur demande. L'expérimentation de cette garantie jeune est en cours.
sur 10 territoires depuis un an, très exactement, enfin depuis novembre de l'année dernière. Et elle va être élargie à 10 nouveaux territoires au 1er janvier 2015. Et j'ai lancé un nouvel appel à projet au cours du mois de novembre. Il y sera répondu pour, je crois, 20 territoires nouveaux. Voilà. Tout ça pour arriver à ces fameux 50 000 jeunes. Je dois rappeler qu'il y a aujourd'hui 6 000 jeunes qui sont garantis jeunes. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, mais si j'ai des questions sur ce sujet, je pourrais y répondre. Les missions locales, je le rappelle, sont essentielles pour l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. 188,8 millions d'euros au titre de la subvention principale de l'État, qui avait été accrue de 10 millions d'euros en 2014, et 269 millions d'euros au total, en incluant les crédits d'accompagnement de la garantie jeune. Il y a des crédits d'accompagnement pour la garantie jeune et des emplois d'avenir qui ont été eux-mêmes majorés de 15 millions d'euros à l'Assemblée nationale. En matière d'emploi des jeunes, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dire cela. On a contenu le chômage des jeunes, il a même légèrement reculé en un an. L'objectif qui avait été fixé de 150 000 emplois d'avenir a été atteint. L'enveloppe de 50 000 nouveaux emplois d'avenir prévus pour 2015 a été portée par les députés à 65 000. Cela implique un effort en autorisation d'engagement de 1,7 milliard d'euros, ce qui représente 1,3 milliard en crédit de paiement en 2015, après la lecture à l'Assemblée nationale. Les emplois aidés, les gouvernements qui se sont succédés, ils font appel, et nous y faisons appel aussi. Ils préparent à l'emploi, c'est un outil de la politique de l'emploi, et on peut, et c'est ce que nous avons fait, en améliorer bien sûr la qualité et le ciblage. Il y a une réelle plus-value des contrats aidés, pas seulement de lutter contre le chômage, mais aussi d'utilité sociale et de préparation de garder un contact avec le monde du travail par un emploi. Les députés ont souhaité stabiliser l'effort financier au niveau de 2014, à hauteur de 3,2 milliards d'euros, avec, je donne les grandes masses, 300 000 contrats aidés non marchands, contre 270 000 dans le PLF que j'avais présenté, avec une augmentation de 30 000, pour un montant le total bien sûr de 1,6 milliard d'euros, et puis 80 000 contrats marchands, c'était attendu, je le sais, soit le double de 2014, car les résultats des CIE sont très positifs. Ils sont concentrés prioritairement sur les seniors, nous sommes en train d'y travailler avec les partenaires sociaux, les demandeurs d'emploi de longue durée, les chômeurs d'emploi de longue durée et les travailleurs handicapés. Troisième point, l'apprentissage, c'est un sujet très important, qui n'est pas un sujet que financier, je vais parler bien sûr finance, mais qui n'est pas un sujet que financier, qui est aussi un sujet dont on devrait remplir les têtes de l'ensemble des Français pour leur dire que c'est une voie d'excellence et non pas une voie par défaut, comme bien souvent je l'entends dire, ici ou là. Et donc, une mobilisation qui se fait. La nouvelle aide destinée aux entreprises stabilisera cette fois-ci les aides pour le recrutement d'un ou de plusieurs apprentis, bien évidemment supplémentaires. Elle est introduite dans la loi de finances par le gouvernement. Donc, je le rappelle, c'est un montant de 1 000 euros pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2014, donc de manière presque rétroactive. En général, quand on dit rétroactive, c'est pour pénaliser, là c'est pour encourager. J'ai lu des choses, Mme Procaccia, sur ça. Et donc, les entreprises de moins de 250, et puis, évidemment, pour celles de moins de 11 salariés qui avaient déjà une prime de 1 000, ça double la prime et ça la porte à 2 000 euros. Et on en reste là, et on ne bouge plus, et on arrête de faire des allers-retours qui déstabilisent assez profondément, ou qui ont déstabilisé l'ensemble du dispositif, même si on constatera d'ailleurs que dans les entreprises de moins de 11 salariés, c'est là où il y a eu le plus fort recul, peut-être lié à l'activité. Enfin, on pourra y revenir. Il faut faire des efforts sur ce secteur. La réforme du financement de l'apprentissage entrera d'ailleurs en vigueur au 1er janvier. Elle a permis de dégager
150 millions de ressources supplémentaires d'ici 2017 à destination des centres de formation d'apprentis. Certains en ont vraiment besoin. J'en ai visité quelques-uns qui ne sont pas à l'honneur de notre République, pour dire les choses plus clairement. Ils ne sont pas tous de même qualité. Accueillir certains jeunes apprentis dans ces conditions-là n'est pas une manière de valoriser l'apprentissage. Et donc, il va falloir y consacrer des ressources. Là, il s'agit d'investissements sur les CFA. Et puis, dans les régions, cette réforme maintenant, elle va permettre aux régions de consolider leurs ressources. Elle va même leur garantir à terme, j'en suis persuadé, une dynamique de recettes, puisque celles-ci seront indexées sur la masse salariale. Ainsi, de 2014 à 2015, la croissance des ressources des régions sera de 65 millions d'euros pour le développement de l'apprentissage, hors compensation qui sera intégrale, bien évidemment, compensation des primes d'apprentissage. Le gouvernement compense par ailleurs ces primes par l'affectation des crédits budgétaires pour les nouvelles primes, mais surtout par des recettes fiscales, TICPE, comme l'a prévu l'article 13 du projet de loi de finances 2015, qui a affecté à ce titre aux régions et aux régions seules 255 millions d'euros. Voilà, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, Monsieur le Président. Il faut bien mesurer, mais je ne me plains pas en faisant cela, que ces efforts sont faits dans un contexte contraint. Ils sont à la hauteur, je le crois, de l'enjeu. En tous les cas, même si j'ai des propos qui sont des fois qui portent parce que c'est un constat, c'est un budget de mobilisation, j'y crois, de préparation de l'avenir. Et notamment, si j'ai des questions sur ce sujet, je pourrais y répondre. Les politiques de l'emploi, elles sont efficaces pour préparer l'emploi de demain pour celles et ceux qui profitent en même temps des formations. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur, c'est à vous de poser quelques questions. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je crois que notre échange part bien parce que nous partons d'un constat partagé. Soyons honnêtes, nous sommes en échec. C'est votre déclaration dans un entretien accordé au journal Le Parisien le 25 octobre dernier, d'où notre première question. Quelles conséquences concrètes en tirez-vous pour la mission Travail et Emploi du PLF 2015 ? La deuxième question concerne la dette de l'UNEDIC, qui devrait s'élever à 24,9 milliards d'euros en 2015. Ce niveau est bien entendu préoccupant et ne va pas être sensiblement amélioré par la nouvelle convention assurance chômage qui ne permet que des économies nettes annuelles de l'ordre de 450 millions d'euros par rapport à l'ancienne convention. La commission des finances du Sénat s'est d'ailleurs inquiétée de cette situation lors de l'examen de projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 et souhaite mieux informer le Parlement, article 27. Quel message souhaite faire passer le gouvernement aux partenaires sociaux chargés de négocier la prochaine convention ? Les contrats de génération, qui sont les seuls contrats qui aujourd'hui pour nous ne sont pas à la hauteur des promesses et des espoirs du gouvernement, l'étude d'impact annexée au projet de loi créant le contrat de génération indiquait « Nous pouvons espérer un volume annuel d'embauche de jeunes en CDI bénéficiaires de l'aide de 500 000 sur les 5 ans, soit une moyenne de 1 000 par an. Or, selon les informations fournies par vos services, on compte au 31 mai 2014 seulement 21 370 contrats de génération et vous tablez pour 2015 sur la conclusion de 20 000 nouveaux contrats, soit un cinquième des objectifs initiaux. La question est donc dans cette logique, allez-vous demander aux partenaires sociaux de revoir leur copie et modifier leur accord national interprofessionnel ? Pour faire du contrat de génération une arme de lutte massive contre le chômage, c'est bien ce qui avait été déclaré au départ, ou bien ce dispositif est-il condamné à devenir un outil secondaire dans votre panoplie pour lutter contre le chômage et ne servir que de variable d'ajustement chaque année lors de l'examen budgétaire ? Les emplois d'avenir, vous l'avez d'ailleurs largement évoqué, en nombre, l'objectif est atteint. Mais où le bas blesse, c'est que seulement 43% des jeunes entrés en emploi d'avenir avant juin 2013 ont réalisé au moins une formation,
qui peut être quelques heures de formation, qui n'est pas forcément une formation complète. Comment comptez-vous répondre à ces deux faiblesses des emplois d'avenir? En outre, comment expliquez-vous le taux de rupture des emplois d'avenir de 27,5 en 2013, si l'on en croit le bleu budgétaire, page 54. Il y a également, vous en avez fait part, sur les contrats qui sont des contrats qui sont aussi en augmentation, puisque vous voulez passer les CIE de 50 000 à 80 000, donc je crois que c'est une bonne chose d'augmenter le nombre. Mais suite à l'adoption de l'amendement de M. Leroux, lundi à l'Assemblée nationale, il y aura 4 fois plus que les CIE. Où allez-vous trouver, vous avez répondu à mon avis partiellement à cette question dans votre introduction, les 175 millions d'euros de crédits de paiement qui découlent de l'adoption de l'amendement de M. Leroux? Il faudra bien les trouver. Ne faudrait-il pas poursuivre le rééquilibrage initié par le gouvernement et donner plus de poids aux contrats aidés dans le secteur concurrentiel, puisque c'est là où on voit qu'il y a une production efficace, plutôt que dans le secteur non marchand? Alors évidemment, pour nous, tout se base sur un budget bâti sur des optimismes, un optimisme peut-être un petit peu trop élevé par rapport à la situation globale. Et puis, vous en avez parlé aussi, pour nous, les assises de l'apprentissage témoignent d'une prise de conscience quand même très tardive du gouvernement des difficultés que traverse cette voie d'alternance qui pour nous est une piste essentielle pour l'avenir, avec une chute des contrats d'apprentissage depuis 2013. Comment allez-vous financer concrètement l'enveloppe de 60 millions d'euros pour une nouvelle prime de l'apprentissage de 1 000 euros introduite après l'article 52? Donc là aussi, vous avez commencé à évoquer le sujet, mais je crois qu'il faudrait nous apporter un peu plus de précision. Pensez-vous pas nécessaire de mettre en place avec les régions un pilotage national de l'apprentissage? Parce qu'on se rend compte en France que suivant les régions, la problématique de l'apprentissage est complètement traitée différemment. Des régions, en quelque sorte, ont une politique incitative plus forte et pour nous, c'est aussi une priorité. Donc je crois qu'il faut aussi, à mon sens, peut-être qu'il y a un lien avec l'éducation nationale. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté de l'apprentissage, à titre personnel, je peux vous en parler parce que j'avais une entreprise artisanale de taille de pierre et de sculpture. Donc on a une forte culture de formation d'apprentis. Et je peux vous dire que là, il y a quand même, à mon sens, peut-être une nouvelle ligne politique à inventer. Et puis je terminerai par un problème qui est certes pas le problème global du monde du travail, parce que je voudrais quand même vous parler, compte tenu du bruit que cela fait au niveau national, les intermittents du spectacle. Il faut en parler quand même. L'État a décidé de prendre en charge le différé des indemnisations pour les intermittents du spectacle, institué par cette nouvelle convention assurance chômage à travers le décret du 13 octobre 2014. L'UNEDIC estime que ce différé représente 70 millions en 2015, puis 100 millions d'euros en année pleine. Comment se traduit concrètement cette prise en charge de l'État dans le PLF 2015? J'en ai terminé avec les questions préliminaires. Voilà, Monsieur le Ministre, je vous laisse répondre aux questions du rapporteur. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'essayais de répondre le plus précisément possible. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, sénatrices, sénateurs, j'ai fait un constat, mais le constat que je fais, il n'est pas lié à ce gouvernement. Je voudrais le dire ici. L'échec, il est collectif et il vient de loin. Je rappelle chaque fois cela, mais en 40 ans, la richesse de notre pays a été multipliée par 2. Notre pays, contrairement à ce qu'on croit, ne s'appauvrit pas, il s'enrichit. Et le PIB a été multiplié par 2, la production intérieure brute. Et suivant l'indicateur que l'on prend, le taux de chômage a été multiplié par 3. Il était à peine de 3%, de 2,9% en 1975. Il atteint aujourd'hui 9,7% et peut-être demain, d'ici la fin de l'année, 9,8%.
et non pas à 11% comme le dit M. Gattaz, mais au niveau des comparaisons internationales, c'est 9,7% au jour d'aujourd'hui, France métropolitaine. Il a eu un pic de 10,6 ou 10,7% sous l'homme qui visiblement est un des préférés des Français en ce moment, Alain Juppé. Comme quoi, vous voyez, tout est permis pour tout le monde. Et donc, on voit qu'il y a une évolution du taux. Donc, si je prenais en compte les inscrits, pour le coup, à Pôle emploi, de catégorie A, puisqu'on est quand même un des rares pays à considérer comme chômeurs ceux qui ont travaillé plus de 78 heures dans le mois. En Allemagne, ça fait longtemps que s'ils travaillent quelques heures dans le mois qui précède, ils ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. Chez nous, plus de 78 heures considérés comme chômeurs. C'est quand même assez curieux. Le temps partiel n'est pas forcément, même quand il est subi, une marque de chômage au sens strict international. Donc on a 3 400 000 chômeurs aujourd'hui. Et il y en avait 600 000, 580 000 en 1975. Donc hormis, n'y voyez aucune agression politique, hein, mais hormis la période 97-2000-2001, le chômage monte et il avait baissé jusqu'en 2008. Nouvelle crise et nouvelle hausse continue qu'on a du mal, c'est vrai. Et donc voilà, c'est ce constat que j'ai voulu faire parce que je crois que finalement les Français sont beaucoup plus conscients de la réalité des choses que souvent leurs dirigeants. Donc je me suis permis de le dire. Voilà. Donc je voulais vous apporter cette réponse et je pense que c'est vraiment un enjeu collectif. On a fait le choix dans notre pays. Entreprises, dirigeants, tout le monde a fait le choix du chômage. C'est du chômage de masse. C'est un choix qui a été fait. C'est la volonté de préserver ceux qui sont déjà en situation, ça s'appelle les insiders en anglais, et ne pas laisser rentrer ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, et là, y participe l'ensemble des partenaires. L'ensemble des partenaires. Voilà. Je sais que c'est pas politiquement correct ce que je dis là, mais c'est quand même la vérité. Je suis sûr que tout le monde le sait, mais on ne le dit pas toujours. Voilà. La dette de l'UNEDIC, elle est aussi la conséquence de ce que je viens de dire. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est qu'on peut, suivant ce qui va se passer dans notre pays en termes de croissance, à moyen terme, être soit très pessimiste, soit optimiste. Car, vous le savez, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs, vous le savez, ces finances, celles de l'UNEDIC, sont très sensibles aux évolutions du nombre d'inscrits à Pôle emploi, pour le coup. Puisque vous avez soit la double peine, soit la double gratification. Moins d'indemnisation à apporter et plus de recettes de cotisation, ou le contraire, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire plus d'indemnisation et moins de cotisants. Alors, on a des taux de cotisation dans notre pays qui sont relativement élevés, il faut le dire. Parce qu'on me dit souvent, il y a un taux, notre système est protecteur, il faut le dire, il est plutôt protecteur. Et c'est plutôt bien, moi je dis les choses comme je le pense. Il est même, on peut dire, très protecteur. Je ne dis pas trop protecteur, je dis très protecteur. Et donc, puisque, suivant les périodes travaillées, on peut être indemnisé 2 ans ou 3 ans si on a plus de 50 ans. Et donc, je mets ça en regard de 2 choses, si vous me le permettez. Le premier, le taux de cotisation des salariés eux-mêmes. Les cotisations à l'assurance chômage pour les salaires, pour les salariés eux-mêmes, cotisations salariales s'élèvent à 2,4% du salaire brut, ce qui représente quand même en fin d'année, si on regarde bien, plus de 50% d'un salaire net de cotisation. Donc ils participent quand même à ce régime. Et alors les employeurs, eux, c'est 4%. Et donc on voit bien qu'il y a des taux de cotisation qui permettent de rétablir assez rapidement les comptes si ça s'améliore. C'est arrivé... Je peux me tromper, ne m'en voulez pas, je ne sais plus si c'est en 2005 ou en 2006, mais il y a eu une baisse du chômage assez importante et d'un coup, enfin d'inscrits à Pôle emploi, on va dire des choses comme ça, de demandeurs d'emploi, et d'un coup, il y a eu 5 milliards d'amélioration des comptes de l'UNEDIC en une seule année. Donc on voit bien qu'on peut avoir un gap important si demain,
l'Union européenne se mettait à investir un peu plus et nous aidait en la matière. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Le déficit, les partenaires sociaux ont quand même fait des efforts. J'aurai l'occasion d'y revenir d'une autre manière à la fin sur la question sur les intermittents, mais les partenaires sociaux, à la demande du gouvernement, ont fait des efforts. Le déficit était de 4 milliards 100, je crois, en 2013. À la fin de l'année, il sera entre 3 milliards 7 et 3 milliards 8. C'est quelques 400 millions d'euros et d'améliorations qui ont été escomptées. Et c'est au total, je crois, que je ne dise pas de bêtises, près de 800 millions d'euros qui sont escomptés d'économies par rapport à ce qui était prévu à travers la réforme, enfin, ce qui a été adopté par les partenaires sociaux au mois de mars 2014. Voilà ce que je peux vous dire dessus, sur ce point. J'ajouterais dans les éléments de comparaison, parce qu'il faut toujours avoir ça en tête, que, je disais, le système français est très protecteur. Le taux de pauvreté est quand même un élément très important. Le taux de pauvreté des chômeurs français est de l'ordre de 37 à 38%. Disons 38%. Il n'a pas évolué. Ce qui montre le caractère protecteur du système d'indemnisation du chômage. En Allemagne, où ont été créés 7,5 millions de mini-jobs, qui coûtent 453 € aux employeurs, le taux de pauvreté des chômeurs allemands, qui sont moins nombreux au sens du BIT que les nôtres, est passé de 38%, il était identique au nôtre avant la réforme, à 64% aujourd'hui, et donc 63% peut-être. Et donc on voit que, suivant que le régime est protecteur ou pas, en même temps, les effets, c'est bien sûr, il est protecteur, il protège de la pauvreté, il protège moins, plus ou moins de la pauvreté. C'était quelques éléments que je souhaitais vous apporter. Je continue. Les contrats de génération. Oui, c'est vrai, il ne produit pas les effets que nous aurions pu en attendre. D'ici la fin de l'année, il y aura 35 000 demandes qui auront été au total enregistrées, 15 000 2013, 20 000 2014. Donc, je le redis quand même, ça correspond, c'est vrai que ça n'a pas l'effet massif qu'on aurait pu en attendre, mais ça correspond quand même à 70 000, je suis bien obligé de le constater comme ça, 70 000 personnes, 35 000 maintenues dans leur emploi, qui n'ont pas perdu leur emploi, et 35 000 qui y rentrent, des jeunes avec des seniors. Pour 2015, c'est 40 000 nouvelles demandes qui sont prévues. Pourquoi? Parce qu'on a élargi le dispositif, vous le savez. On a élargi le dispositif et parce qu'on s'est aperçu que nombre d'entreprises n'avaient plus de seniors dans leur rang. Elles avaient déjà, par le biais des ruptures conventionnelles, par le biais, etc., avaient déjà, s'étaient déjà séparées de seniors. Et donc, demander à une entreprise qui a plus de seniors de garder un senior, c'est difficile. Donc, on a doublé la prime, transformé la prime. Elle restera donc de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune si on garde un senior, mais elle sera de 4 000 € si on embauche un senior et 4 000 € si on embauche un jeune en même temps. Donc, une prime de 8 000 €. On en attend quand même des effets. Et puis, nombre de branches ont quand même signé des accords de branche pour développer le contrat de génération. Mais j'ai dit ce qu'il en était par rapport à l'effet massif qui en était attendu. Les emplois d'avenir, c'est peut-être un des points de désaccord que nous pouvons avoir, monsieur le rapporteur, parce que j'ai vu, je le dis dans un journal, des commentaires sur les emplois d'avenir qui ne correspondent absolument pas à l'étude que la DARES, qui est un organisme indépendant qui fait des études statistiques, vient de fournir et que je pourrais vous faire passer. Il y a une étude assez complète qui a été faite, même très complète, qui a été faite par la DARES. Elle montre que les emplois d'avenir sont bien une priorité, une réponse à la priorité qui est donnée à l'insertion durable des jeunes. 83, alors ça dépend, 82 ou 83%, vous ne m'en voudrez pas, qui ont signé un emploi d'avenir ne sont pas titulaires du baccalauréat, dont 40% n'ont aucun diplôme. Aucun diplôme. Donc ça, c'est sur une année, puisqu'on peut avoir le bilan d'une année, disons, sur l'année 2013. 36% des emplois d'avenir
ont été signés par des jeunes qui résident soit dans une ZUS, zone urbaine sensible, soit en zone de revitalisation rurale ou en Outre-mer, où c'est un peu plus compliqué pour d'autres raisons locales sur lesquelles je pourrais revenir si vous avez des questions sur ce sujet. Et puis, 66% des emplois d'avenir sont signés dans le secteur marchand, sont des CDI. Et 56% de l'ensemble des emplois d'avenir sont signés pour une durée d'au moins 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui est installé vraiment les jeunes dans l'emploi. J'ajoute, et là, c'est ça que je voulais vous dire, qu'il y a une différence parce qu'il y a un très faible taux de rupture de ces contrats. Très faible taux, de l'ordre de 9% à 6 mois. Tout ça par rapport aux contrats classiques, ce qui atteste de la qualité de l'accompagnement. Et puis, 100% des conventions, alors on pourrait parler de la nature de la convention, on en parlera, mais 100% des conventions signées prévoient au moins une action de formation. Je suis effectivement régulièrement interrogé sur le chiffre également donné dans l'étude de 43% des jeunes entrés en emploi d'avenir qui ont suivi une formation au bout d'un an. Ce chiffre peut sembler décevant, c'est vrai, au regard de l'objectif, mais il faut regarder cela par rapport à la durée des contrats, qui peuvent atteindre 3 ans, et 56% des contrats de moins de 3 ans ont vu une formation offerte à ces jeunes. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour une fois, on peut le dire, le taux de chômage des jeunes a baissé de 1,2% en un an. J'espère que ça va durer. J'espère que ça va durer. Les questions posées aussi sur les contrats aidés, c'est bien cela. Oui, je prends dans l'ordre, oui. Les contrats aidés. 3 milliards d'euros de crédits de paiement pour les emplois aidés. C'est à peu près, je l'avais dit tout à l'heure dans mon introduction, 3 milliards de l'année d'avant. Donc c'est à peu près pareil. Les volumes de prescription prévus en 2015, c'est 445 000 si on prend en compte après première lecture à l'Assemblée nationale, soit une légère augmentation par rapport à 2014, plus 15 000. Donc on passe de 430 à 445. Je rappelle qu'il y a eu des pics dans notre histoire de contrats aidés. Il y a eu une période à la fin des années 90 où il y avait 560 000, 555 000 contrats aidés. Voilà, donc on est encore loin mais on fait avec les moyens dont on dispose. Je préfère en avoir plus, je ne vous le cache pas, mais c'est comme ça. La programmation, elle est attendue. Vous y avez fait référence, monsieur le rapporteur. La programmation de contrats marchands augmente. Oui, je pense que c'est une bonne piste, moi aussi. Je suis sensible, puisqu'on passe de 40 000 à 80 000. Ça, c'est bien. Et je pense peut-être on ira encore plus loin si on peut. En cours d'année, on ajustera s'il le faut. L'enveloppe des contrats aidés non marchands, elle est de 300 000. Et grâce à l'apport des députés, puisqu'elle était de 270 000, elle a été portée à 300 000. Et elle a atteint 340 000 en réalité en 2014. Donc il faut savoir ça. Quant aux emplois d'avenir, elle augmente, je l'ai dit, donc je ne vais pas y revenir, de 65 000 contre 50 000. La qualité des contrats aidés est une préoccupation constante. Ça, je voudrais le rappeler, puisque ça avait été noté dans... j'y avais participé dans ce qu'on appelait à l'époque le Grenelle de l'insertion, qui avait été lancé en 2008. La durée des CAE, c'était un élément important de lutte contre le fait de retomber dans la précarité, de lutte contre la précarité. Il a augmenté de manière importante. En 2012, c'était 6,6 mois sur l'ensemble du secteur non marchand, hors ACI, c'est-à-dire hors atelier et chantier d'insertion. Et aujourd'hui, à fin septembre, et je vérifie chaque mois avec les préfets, elle est de 11,3 mois. Donc près d'un an, on peut dire, de durée. Donc ça, c'est important. Le ciblage est fait sur les publics les plus fragiles. Et en termes d'accompagnement, je l'ai dit, il y a des formations qui sont proposées et qui sont qualifiantes pour certaines. L'apprentissage, vous avez raison de le rappeler, c'est vrai que ça devrait être c'est une grande cause nationale et c'est un des moyens non seulement de lutter contre le chômage, mais si c'était que ça ne serait pas suffisant. C'est aussi un des moyens de préparer l'avenir. Souvent, pour les entreprises, un moyen de préparer la transmission d'entreprise.
très important dans le secteur de l'apprentissage dans l'artisanat notamment. Donc j'ai dit ce qu'il en était. Je suis en train de rechercher mes petites notes puisque je sais que vous m'avez demandé est-ce qu'il faudrait un pilotage national. Oui, on essaye de le faire, mais c'est décentralisé maintenant au niveau des régions. Donc il faut vraiment suivre au niveau des régions. Et là, je compte sur les parlementaires pour le faire parce que transfert des crédits, mais après il faut voir s'ils sont bien utilisés strictement à cela. Donc j'ai mobilisé les présidents de région pour ce faire. Il y aura une augmentation importante en 2015 des moyens, 65 millions d'euros pour les régions. Donc il faudra vérifier l'utilisation et le suivre. Il y a quand même des problèmes nationaux, vous avez raison, qui sont posés. Il y a des apprentissages, des métiers qui se font à travers une transversalité nationale et c'est pas possible autrement. Donc il faut garder un œil sur une sorte de pilotage national. Le montant, je l'ai pas dit tout à l'heure, j'avais oublié, je l'avais noté. Vous m'avez demandé comment on financera les emplois aidés supplémentaires à hauteur de 175 millions d'euros et les primes d'apprentissage à hauteur de 60 millions d'euros. Eh bien, à la fin de la discussion budgétaire, par solidarité ministérielle, on peut dire cela, mes collègues pourraient dire par taxation, ils participeront à cet effort. Voilà comment ça se fera, et donc pas par des taxes supplémentaires, par des économies entre nous, quoi. Voilà. Ensuite, il y a une question sur les intermittents. Oui, les intermittents. Alors, les intermittents, pourquoi je l'ai évoqué tout à l'heure? Parce que finalement, on demande aux partenaires sociaux de gérer l'assurance chômage à travers l'UNEDIC. Ils le font, ils font un effort, ils font un accord, et puis voilà-t-il pas que eh bien ça recommence. Je dis ça parce que c'est un problème récurrent. Or, pour faire des économies, ils étaient appelés à faire des économies eux-mêmes. Le régime qui concerne les articles, je ne sais plus quels articles c'est, mais bon, je vais retrouver, ça va me revenir. C'est les annexes 7 et 9, hein, c'est les annexes 7 et 9, je crois. Donc les annexes 7 et 9, les uns concernent les techniciens et les autres les artistes. 8 et 10 ouais, j'ai perdu. C'est 8 et 10 ouais, pourquoi j'ai dit 7 et 9 moi je suis parti sur 7. Vous avez dit 7 et 9, non, c'est 8 et 10. Hein ouais. Oui, merci. Bon, c'est pas grave. Hein. Il faut pas faire de. J'essaie de faire ça de mémoire. Des fois, ça, voilà, ça arrive. Donc, les annexes 8 et 10. Donc, elles avaient prévu, les partenaires sociaux avaient prévu un différé. Différé qui a été dans un premier temps retouché parce qu'il s'était un peu trompé, on va dire des choses comme ça, dans le calcul, et c'était finalement pas ceux qui avaient le plus d'indemnisation qui étaient le plus différés. Donc ils ont refait les calculs, mais la machine était partie, et donc le mouvement a été lancé. Sur ce, et pour arrêter ce mouvement qui porte atteinte incontestablement, malgré les abus qu'on connaît, il y a des abus dedans, on le sait bien, elles viennent souvent d'entreprises d'ailleurs du spectacle, l'audiovisuel, qui n'ont pas grand-chose à voir avec formellement le métier d'intermittent ou le statut d'intermittent plus exactement, et donc du spectacle. Et donc le différé a été annulé pour le moment, donc il n'y a plus de différé, le régime hanté est revenu, et donc et c'est une mission qui a été confiée à un député, Jean-Patrick Gilles, avec Jean-Denis Combrexel et Madame Archambault, et ils ont jusqu'à la fin de l'année pour nous faire des propositions. Mais pour le moment, nous avons sorti la partie intermittent, c'est-à-dire les annexes 8 et 10, de l'accord de l'UNEDIC, et nous sommes revenus à la situation antérieure, avec la prise en compte par le budget, en l'occurrence, je crains que ce soit le nôtre, le mien, de ces fameuses annexes 8 et 10. Voilà, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur.
Oui, mais Monsieur le Ministre, si vous me permettez, je voudrais vous demander quelques compléments, notamment sur les emplois aidés. En tant qu'élu local, et la plupart d'entre nous ici sont issus du milieu des élus locaux, on se rend compte que les contrats aidés, on va dire globalement, posent un problème, c'est à la sortie, à la fin du contrat. Parce que si, dans les contrats d'avenir, encore une fois, je vous le dis, pour moi, en tant que nombre de jeunes engagés, c'est une réussite, le milieu social, c'est une réussite. Mais ensuite, à partir du moment où, dans ce type de contrat, à mon sens, on n'a pas une obligation suffisante de formation, ce n'est pas un contrat qui amène une qualification, comme on a vu dans d'autres typologies de contrats, suffisante en sortie pour nous permettre de donner des filières d'avenir, comme on a un parcours du logement, on a aussi un parcours professionnel, et plus on part dans la vie, plus c'est difficile. Et à mon avis, c'est un peu à ce niveau-là qu'il faudrait qu'on voit un peu d'espoir au bout de ces contrats. Et ça, évidemment, dans une situation économique qui n'est pas bonne, pas beaucoup de postes à la sortie, mais je crois qu'il faudrait travailler dans ce sens et faire un effort particulier. Au niveau de l'apprentissage, vous l'avez bien dit en ouverture, vous héritez d'une situation qui perdure en France depuis de nombreuses années, parce qu'on avait d'un côté les blouses blanches et les blouses grises, et on a un peu ce qui intéresse l'éducation nationale, l'enseignement général et tout, mais le professionnel, je me rends compte dans mes fonctions que j'ai eues au Conseil général du Rhône et en ayant voulu faire beaucoup de choses, on a quand même une difficulté en ce qui concerne l'apprentissage en France qui n'est pas reconnue comme une cause nationale et une filière que je qualifierais, comme on considère plutôt en Allemagne, comme préliminaire d'un système et intégrée dans un système éducatif global. Alors que là, on a l'impression que l'apprentissage, c'est considéré encore dans notre pays, et je suis le premier à le regretter, par une sous-formation. Alors je peux vous en parler facilement, parce qu'en ce qui me concerne, je n'ai qu'un diplôme d'enseignement professionnel, ça ne m'a pas empêché de faire mon chemin dans la vie. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème que je qualifierais, permettez-moi de le dire, culturel, qui pénalise l'apprentissage en France, et un système qui fasse un lien que les entreprises qui forment des apprentis n'aient pas qu'une reconnaissance, on va dire qu'une prime financière, mais il y a un peu une reconnaissance du rôle social que font ces entreprises, un rôle d'accompagnement, et par les services de l'éducation nationale, au lieu de considérer que c'est plutôt un peu d'un côté une forme d'ayatollah de l'éducation nationale, en disant, ben oui, ben là, la formation professionnelle, bon, c'est une couche particulière de formation, alors que c'est une formation essentielle pour les jeunes de banlieue. Vous savez, moi, j'ai toujours été hostile en ce qui me concerne, et beaucoup d'élus le sont comme moi, prendre des jeunes qui sont, de toute façon, y arriveront, les faire rentrer par les petites portes dans des grandes écoles et dire on a sorti 7 jeunes d'une banlieue et on en a fait des as dans leur domaine. Mais c'est pas ça pour nous qu'il nous faut. C'est une évolution de masse de tous ces jeunes qu'il y a dans les banlieues, qui sont dans les quartiers difficiles. Et je pense que la meilleure arme qu'on ait, c'est l'apprentissage. Pour ça, je suis heureux à la fois de vos propos, mais j'aimerais que les propos qui sont tenus par les uns et les autres soient concrétisés dans des documents budgétaires et dans des orientations politiques qui soient appliquées. Voilà le sentiment que j'ai sur l'apprentissage. Et je crois que j'ai des collègues qui veulent vous poser maintenant quelques questions. Oui, tout à fait, oui. Si vous me le permettez, juste de manière très courte, un mot, monsieur le rapporteur. Je voudrais, effectivement, il y a sur les emplois aidés, je ne parle pas des emplois d'avenir, on en a parlé, il y a deux types de contrats aidés différents. Il y a ceux qui sont des contrats marchands, et là, on passe à 80 000, donc c'est 200 millions d'euros. Je vais les utiliser beaucoup pour le plan senior. Car je pense que c'est très important de permettre à des seniors ou à des chômeurs de longue durée, souvent des seniors d'ailleurs malheureusement, de pouvoir reprendre pied dans l'entreprise à travers ces contrats. Et donc on va le faire, on le fait aussi pour les personnes handicapées. Le taux, alors deuxième partie, donc c'est vrai que vous avez raison en plus, c'est pour ça qu'on le fait. Pour les CIE dans le secteur, dans le secteur marchand, le taux d'intégration dans l'emploi durable c'est 60%. Alors que pour les CAE, c'est 30%.
C'est tout à fait juste. Et donc, mais malgré tout, ça a une fonction sociale, vous le savez. Malgré tout, ça prépare. Et c'est pour ça qu'on a allongé la durée des CAE, parce que plus on allonge la durée des CAE, si on arrive à 1 an, on ne pourra pas aller plus loin, c'est bien. Plus on a des chances après que la personne qui est en CAE, dans le secteur non marchand, trouve un emploi et ait repris l'habitude de l'emploi. Sur l'apprentissage, je ne peux que vous suivre et partager le sentiment. Pour l'éducation nationale, alors il faut essayer d'en profiter maintenant, puisqu'il y a eu une table ronde lors de la dernière grande conférence sociale sur ce sujet avec l'éducation nationale. Quand on parle de l'apprentissage, on parle de l'alternance, ils parlent de l'alternance et ils visent les niveaux supérieurs. Et on nous parle, vous voyez, en alternance, on a des jeunes qui sont en master, très bien. C'est très bien pour l'image, à condition qu'on dise bien, parce que c'est de l'apprentissage et pas de l'alternance, parce qu'on commence à créer déjà une petite séparation. Et le vrai problème, vous l'avez évoqué, c'est quand on a des niveaux qui sont des niveaux bas au départ, et c'est là où on a l'effet de masse d'ailleurs, c'est pour ce qui est niveau 5 et moins. Et là, effectivement, pour dire la vérité, ça ne se bouscule pas non plus dans les entreprises pour prendre des jeunes en apprentissage. Et c'est un problème culturel, moi je partage cela. Ça va de l'éducation nationale jusqu'à l'entreprise. En Allemagne, prendre un jeune en apprentissage... J'ai pas entendu, excusez-moi. Ah oui, les parents, oui, je suis d'accord, bien sûr, oui. Bien sûr, oui, même encore en amont, les parents aussi. Oui, mais parce qu'ils sont souvent induits par l'idée que, ben voilà, c'est une voie d'échec et c'est pas une voie de réussite. Alors que ce sont des professions dont on a besoin et qui vont être remplies d'ailleurs par des travailleurs détachés, de plus en plus, si on y prend garde. Donc, je partage ce sentiment. Et on ne peut pas dire que la fonction publique ait donné l'exemple aussi. Parce qu'il y a 700, je crois que c'est à peu près ça, hein, il y a 700 jeunes en apprentissage dans la fonction publique, pour des tas de raisons, les freins. Notamment parce qu'il n'y a pas de maître d'apprentissage, de tuteur, etc., etc. Donc on va lever, je voulais vous le dire, je n'ai pas eu le temps de développer ça, j'espère que je réponds peut-être à une question à l'avance, on va lever les freins à l'apprentissage. J'en connais d'autres que vous connaissez. Le fait que c'est pour des entreprises en France, avec nos mentalités, pour certaines entreprises, c'est lourd à porter. Et puis, des jeunes ne peuvent pas se trouver en situation de travail effective. Il ne s'agit pas de mettre en cause ou en danger la sécurité de ces jeunes, si vous voyez ce que je veux dire, mais on devrait pouvoir, quand on est jeune, monter sur un escabeau pour cueillir une pomme, par exemple. Donc ça serait interdit aux jeunes de moins de 18 ans, mais ça serait autorisé aux personnes de plus de 60 ans. En général, c'est l'inverse. Normalement, il vaudrait mieux interdire d'ailleurs à des personnes de plus de 60 ans de monter sur des escabeaux très élevés. Voilà, même si nous continuons à le faire, je parle pour moi. Et donc, je ne me permettrai pas, Monsieur le Président. Donc je partage tout à fait votre sentiment. Je vais présenter au Conseil d'orientation au COCT là, je pense dans le mois qui vient, un certain nombre de mesures qui facilitent la vie des chefs d'entreprise qui prendront un jeune en apprentissage et puis qui leur permettront de mettre les jeunes en situation sans les mettre en danger. Voilà, c'est quand même l'enjeu. Bien, mes chers collègues, vous êtes 9 inscrits à poser des questions et Monsieur le Ministre doit nous quitter à 18 h. Premier inscrit, Monsieur Cardou. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais être très bref parce que l'ensemble a été largement développé et une partie des réponses, Monsieur le Ministre, vous les avez apportées dans votre propos. Donc je vais affiner dans 2 domaines particuliers, les emplois aidés, les emplois d'avenir. Vous êtes convaincus, vos propos l'ont souligné, de la pertinence de les aider dans le secteur marchand avec un taux de sortie en CDI de plus de 60%, comme le dit le rapport d'Adares, contre 30% dans le secteur public. Alors pourquoi, dans ces conditions-là, annoncer 200 000 emplois aidés à venir dans le secteur public et que 80 000 dans le secteur marchand? Quand quelque chose fonctionne bien et débouche à 60% vers des emplois en CDI, pourquoi ne pas utiliser d'une manière beaucoup plus importante, alors qu'on sait très bien que dans le secteur public, ça débouche sur une formation tout à fait précaire et que ceux qui en ont bénéficié se retrouvent en recherche d'emploi dans une grande majorité des cas après. Ça, c'est la première question. La seconde question en matière d'apprentissage, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit.
le manque de confiance qu'ont dans les entreprises après avoir d'abord supprimé les 1 000 € et maintenant les rétablir. Donc ça, c'est un pas en avant, un pas en arrière, qui est comme un peu préjudiciable à la confiance que peuvent avoir les entreprises. Mais ma question, elle sera très simple. Nous l'avions souligné dans le débat sur la formation professionnelle. L'État va transférer l'ensemble de la compétence apprentissage aux régions. Pensez-vous que la réforme territoriale en cours, avec la taille des régions sur lesquelles nous avons travaillé, même si nous les avons un peu réduites dans le débat au Sénat, est la bonne dose et le bon format pour avoir une politique de proximité en matière d'apprentissage. Moi, j'avoue que j'en doute, mais j'aimerais avoir votre éclaircissement sur cette chose-là. Et précisément, si vous estimez que ce n'est pas la bonne dose, ce n'est pas le bon format pour avoir une politique de proximité, que comptez-vous proposer pour que l'État reprenne un peu la main de manière à redévelopper une politique de proximité en matière d'apprentissage? Monsieur Godefroy. Oui, Monsieur le Ministre, une question sur un sujet que vous avez abordé et sur lequel je sais que vous êtes très passionné. C'est les maisons de l'emploi, je dirais les maisons de l'emploi et de la formation. Et de la formation. J'y tiens beaucoup. Vous savez qu'il y a une maison de l'emploi et de la formation à Cherbourg depuis 1991 et je sais que vous étiez pilote en la matière aussi. Oui. Donc les crédits cette année sont des crédits de 26 millions, reportés comme l'année dernière. L'an passé, il y avait donc 10 millions versés sous forme d'appel à projet. Et les maisons de l'emploi, c'est vrai, ont des résultats très contrastés, mais je dirais que ce sont celles qui sont les plus performantes, peut-être qui sont les plus inquiètes. Parce qu'elles ont besoin de lisibilité, parce qu'elles ont besoin de s'investir à moyen terme. Et nous, dans les territoires, ce sont des lieux extraordinaires de travail et de projection vers l'avenir. Entre les entreprises, les élus locaux, les forces syndicales et les enseignants, il y a un travail en commun. Et quand on veut réorienter un secteur, un bassin d'emploi, elles sont tout à fait indispensables. Donc, pourriez-vous nous dire comment vous envisagez de pouvoir continuer à les aider à la hauteur nécessaire? Comment ces 40 millions de crédits communs seront alloués, parce qu'elles craignent beaucoup d'être mises en concurrence, celles qui sont performantes, avec des projets qui finalement ne seront peut-être pas aussi performants qu'il le faudrait et se trouver privés de crédit. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Il y a une inquiétude et je profite de la circonstance pour vous demander d'essayer de lever ces inquiétudes, Monsieur le Ministre, afin que nous allions en séance. Monsieur Morisset. Oui, Monsieur le Ministre, votre budget est en baisse. Et pourtant, l'emploi, la formation professionnelle, l'apprentissage aurait dû être privilégié dans un budget, dans ces moments difficiles, compte tenu effectivement de la dégradation de l'emploi. On aurait pu espérer un budget plus volontariste. Vous poursuivez votre politique des contrats aidés dans cette période où la croissance n'est pas suffisante. Et dans un contexte économique difficile, on ne peut pas être opposé à l'augmentation des contrats. Toutefois, Monsieur le Ministre, les emplois aidés, et vous le savez aussi, ne sont pas la seule réponse adaptée pour stopper la dégradation de l'emploi. D'ailleurs, les résultats de cette politique ne sont pas toujours au rendez-vous, parce qu'on constate depuis le début septembre une légère reprise du chômage chez les jeunes. Je vous poserai deux questions, Monsieur le Ministre. La première, c'est quelle solution proposez-vous pour les seniors? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le nombre de contrats de professionnalisation pour les plus de 45 ans continue de diminuer. Les crédits prévus permettent de financer seulement 500 contrats, ce qui est notoirement insuffisant par rapport effectivement à la demande. Concernant les maisons de l'emploi, je reprends la réflexion de mon collègue. Vous le savez, ces structures sont appréciées sur nos territoires en tant qu'outil permettant de rassembler l'ensemble des acteurs de l'emploi au service du développement économique, en lien aussi avec les collectivités. Or, les maisons de l'emploi ne disposent plus de moyens suffisants pour remplir leur mission. Certes, vous nous avez confirmé que la dotation était restée identique à celle de 2014, mais comme ça a été dit à l'instant, l'année dernière, un amendement de 10 millions d'euros avait été rajouté pour renforcer la ligne budgétaire à 36 millions. À un moment où les maisons de l'emploi ne peuvent plus bénéficier du Fonds social européen, par le biais des contrats de plan État-région, il est donc urgent que l'État continue à soutenir ces structures pour leur permettre de continuer à remplir leur mission sur nos territoires. C'est la demande expresse, Monsieur le Ministre, des responsables qui animent ces structures et c'est aussi la demande des collectivités qui les accompagnent. Et pouvez-vous les rassurer par rapport effectivement à cette nécessité impérieuse d'aider nos maisons de l'emploi? Madame Procaccia. Merci. Je reprends tout de suite par rapport aux maisons de l'emploi. Lorsque nous avons créé Pôle emploi, fusion
avec l'UNEDIC. Il y avait eu une étude qui avait été faite et qui montrait qu'un bon nombre de maisons de l'emploi n'étaient pas très efficaces. Et la question que je voulais vous poser, je ne vais pas effectivement dans le sens de mes collègues, est-ce qu'on est avancé par rapport à ces maisons de l'emploi qui, pour certaines, n'ont que le titre et n'ont pas l'efficacité, pour mieux se reconcentrer sur celles qui fonctionnent effectivement et qui ne font pas un double emploi avec justement Pôle emploi. Sur la réforme de l'apprentissage, je suis heureuse de vous entendre tenir les propos que vous tenez, mais j'ai entendu aussi que M. Macron allait en janvier proposer aussi des simplifications sur l'apprentissage. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un seul texte, un peu de cohérence et pas, comme je l'ai dit hier, des politiques de stop and go qui font que c'est incompréhensible et incompréhensible particulièrement pour les TPE. Et troisième et dernier point, sur la garantie jeune. Je n'ai jamais souscrit au principe, je le dis tout de suite, de cette garantie jeune. Vous l'avez dit vous-même, c'est une expérimentation sur 10 territoires. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Est-ce que c'est un département? Est-ce que la notion même de territoire? Il y en a 6 000, vous voulez aller à 50 000, c'est un coût. Comment peut-on concevoir de développer cette garantie jeune, c'est-à-dire grosso modo donner de l'argent à ceux qui ne veulent plus aller à l'école, qui ne font pas de formation et qui n'ont plus de contact avec leur famille, alors qu'on n'en a pas fait l'expérimentation. Ou alors on annonce clairement que l'on fait un RSA jeune, ce qui n'avait pas voulu être fait auparavant, estimant que les jeunes ne devaient pas commencer par avoir de l'assistanat, ou alors il y a une véritable expérimentation. Mais comment pouvez-vous annoncer qu'on passe de 10 à 50 sans avoir fait d'expérimentation? Monsieur Mouillet. Oui, Monsieur le Ministre. Une intervention concernant notamment, vous avez évoqué la réforme des contrats aidés dans le domaine non marchand, et je voudrais moi aborder le fonctionnement des ACI, des ateliers et chantiers d'insertion, puisque donc pour présider un certain nombre de structures qui portent des chantiers, des ateliers, on constate dans le fonctionnement des grosses difficultés, notamment en matière de coordination. Difficultés en matière de coordination entre les différents financeurs, difficultés en matière également de connaissance des montants des aides, puisque généralement les structures ont connaissance des volumes financiers une fois que l'année est écoulée, donc généralement dans un deuxième temps, ce qui entraîne des inquiétudes vis-à-vis des porteurs de projets. Et également, troisième point, concernant également les délais de paiement, notamment, je pense, sur les aides d'État, et notamment du FSE également, Fonds européen, ou en matière de trésorerie, on est sur des décalages qui peuvent aller de 18 mois à 2 ans. Et donc aujourd'hui, il y a une remise en cause complète autour des ACI. Et donc voilà, donc je voulais en tous les cas vous alerter, puisque parfois dans des situations sociales très difficiles, c'est le dernier outil d'accompagnement, sans compter des expérimentations notamment en matière de parrainage d'entreprise, puisqu'on se rend compte que les meilleurs résultats, notamment dans les ACI, sont les structures qui ont mêlé à la fois le parrainage d'entreprise, une entreprise qui parraine un porteur, un membre de ces différents ateliers. Donc ça, c'était les premières remarques, une inquiétude sur le fonctionnement, et donc on a aujourd'hui sur le territoire un certain nombre d'ACI qui se posent des questions d'arrêter clairement donc cette mission-là. Deuxième point concernant également les maisons d'emploi, ça a été évoqué sur les difficultés. Je voulais simplement vous alerter sur le bon fonctionnement des maisons d'emploi. On se rend compte globalement que ce sont les territoires qui étaient porteurs de comités de bassin d'emploi, qui avaient cette culture, je dirais, de dialogue territorial, qui sont les grands bénéficiaires de cette réforme. Donc je voulais certainement revenir sur l'évaluation. Je pense qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui les maisons d'emploi au niveau national de la même façon. Je pense qu'il y a des critères d'évaluation à mettre en place. Et puis dernier point concernant les contrats d'apprentissage dans la fonction publique, il est vrai qu'aujourd'hui c'est un véritable gisier qui pourrait être utilisé, et que simplement, vous avez évoqué la notion de simplifier, je dirais, l'accès pour les collectivités et la fonction publique, mais simplement avoir les mêmes droits que le domaine privé, notamment les systèmes dérogatoires qui existent pour l'apprentissage, serait déjà un pas essentiel pour pouvoir accueillir un certain nombre d'apprentis, puisque là c'est vraiment, je n'ai pas des chiffres en tête, mais c'est un véritable gisier potentiel pour les jeunes du territoire. Voilà. Madame Debray. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve qu'on a fait beaucoup déjà, on a essayé beaucoup de choses pour tout ce qui est fonction publique. On avait essayé les TUC, souvenez-vous, là, les travaux d'utilité collective en 84 sous Fabius. On avait fait aussi les CES, les contrats emploi solidarité en 90, n'est-ce pas, sous Michel Rocard. On avait fait les emplois jeunes en 97 sous Jospin. On a fait sous Nicolas Sarkozy aussi. Bon.
on voit bien, oui, les CES, etc. Bon, on voit bien que dans la fonction publique, au moment où on nous dit que les collectivités territoriales et les collectivités locales, il faut diminuer le nombre, diminuer les dépenses de personnel, on nous demande encore d'essayer de prendre des contrats aidés, des contrats d'avenir, des contrats de génération, ce que vous voulez. Bon, donc ça, pour moi, je pense que le gisier, je ne suis pas forcément sûre qu'il soit là. Le gisier, il est pour moi dans le secteur marchand. Alors, vous avez essayé effectivement les contrats de génération. Il y en a eu 33 000 de signés en 18 mois. On a vu que ça ne fonctionnait absolument pas. Vous nous dites que c'est parce qu'il y a... Enfin, ça ne fonctionne pas très bien. 33 000 sur notre territoire, c'est quand même pas beaucoup. Et puis ensuite, les emplois d'avenir. Alors, les emplois d'avenir, moi, j'ai les chiffres. Je ne sais pas s'ils sont exacts ou pas, mais je vois qu'en 2013, ça coûtait 470 millions et en 2014, 1,4 milliard. Ne pensez-vous pas que ces 1,4 milliard pourraient être utilisés beaucoup plus justement dans la formation professionnelle, dans la réforme de la formation professionnelle? Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire ma collègue Catherine Procaccia. Pourquoi ne pas coupler avec ce que nous annonce, les annonces que nous fait Emmanuel Macron, sur justement faire une grande réforme de l'apprentissage qu'on attend, puisque l'apprentissage a diminué, je crois, de 8% l'année dernière de mémoire. Peut-être je me trompe sur les 8%, mais je crois que c'est ça. Donc on voit qu'il y a un vrai problème là-dessus. Est-ce que l'éducation nationale joue vraiment le jeu? Permettez-moi d'en douter. Mais enfin bon, là, il y a quelque chose à faire. En revanche, une autre question importante. Vous nous avez dit qu'il vous fallait beaucoup d'argent pour faire tout ça et que vous alliez en trouver dans le PLF. J'ai une question très importante et qui me tient particulièrement à cœur. Vous dites que vous allez prélever sur les fonds dédiés à l'insertion professionnelle des personnes handicapées 29 millions à plusieurs reprises. Est-ce que ces 29 millions iront à la formation des personnes handicapées ou est-ce que ces 29 millions vont aller un peu partout pour tout le monde? C'est une question très précise à laquelle j'aimerais beaucoup, Monsieur le Ministre, que vous me répondiez. Et je pense que Claire-Lise Campion, ma collègue, sera effectivement très intéressée, elle aussi, d'avoir votre réponse. Je vous remercie. Monsieur Cadic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, de nombreux jeunes ne trouvent plus actuellement de travail en France, comme vous le savez, et ils sont nombreux à être tentés de le chercher ailleurs. Beaucoup font le choix donc de la mobilité professionnelle. Il se trouve que nous avons au budget de l'action extérieure de l'État une ligne emploi-formation de 800 000 €, c'est une somme, qui vient d'être supprimée. Cela va menacer de nombreux services d'accompagnement à l'emploi. J'en veux pour preuve un courrier de mon collègue Christophe Rassa qui s'est adressé au ministre des Affaires étrangères et du Développement international qui a expliqué les conséquences pour le poste de Buenos Aires où ça va menacer le service à l'emploi qui trouve 150 emplois par an, 200 demandes de stage aussi venant de France, le centre Charles Péguy à Londres qui place 1000 personnes par an et pour un coût pour l'État de 60 € à peu près par job. Ce sont ceux qu'on appelle les oubliés de Saint-Pancras. Ils arrivent avec un sac sur le dos à la gare de Saint-Pancras à Londres et ils tapent à la porte de Charles Péguy et ils trouvent un travail généralement dans les 3-4 jours. Nous avons des comités consulaires dans chaque consulat qui travaillent, qui réfléchissent sur ces questions d'emploi-formation professionnelle et qui avaient ce petit budget qui les aidait justement pour faire ces placements. La mobilité professionnelle est aujourd'hui une nécessité. À titre personnel, moi à Londres, je suis inondé de demandes de stage qui m'arrivent de France et c'est normal, ça fait partie de la formation professionnelle d'apprendre l'anglais. Aujourd'hui, on en a besoin et c'est souvent en allant en Angleterre que les jeunes acquièrent cette compétence. Donc nous avons besoin d'accompagner une dynamique qui facilite ces expériences à l'étranger, accompagne les stages et facilite le retour en France. Serait-il possible d'envisager au niveau du ministère de l'Emploi la reprise en compte de cette action qui est abandonnée par le ministère des Affaires étrangères? Donc puisque je pense que pour un budget tout à fait minime, il y a un véritable intérêt pour l'intérêt général et le grand public. Madame Schillinger. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes les précisions que vous nous avez données. Mais j'aimerais que vous nous précisiez dans un domaine, surtout celui des ruptures conventionnelles, puisque ça fait maintenant quelques années que nous subissons ces ruptures conventionnelles. Et parmi le chômage qui est annoncé, il y a un moment donné, on nous disait qu'il y avait 1 400 000 chômeurs issus des ruptures conventionnelles.
Donc je voudrais savoir si ces ruptures, par rapport à ces ruptures, si derrière il y a eu de l'embauche ou non. Et puis surtout ces ruptures conventionnelles aujourd'hui, elles sont plutôt le résultat justement des pré-retraites entre guillemets, puisque ce sont des gens, vous l'avez dit, des personnes souvent qui ont 58 ans, 57 ans, qui voilà, on trouve un malaise dans l'entreprise. Revenons aussi sur les maisons de l'emploi, mais surtout sur les missions locales. J'ai fait un rapport sur les collectivités et l'emploi il y a 2 ans, où c'était très intéressant de savoir que par exemple à Marseille, il y avait plus de 400 missions locales qui travaillaient en parallèle avec Maison d'Emploi. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir toutes ces structures, effectivement, et voir celles qui sont compétitives et donner un peu plus de budget dans 476 missions locales. Donc, pour vous dire qu'il fallait quand même revoir certaines régions et certaines villes, comment elles fonctionnent. Juste revenir aussi sur l'apprentissage. J'entends depuis quelques années, je suis sénatrice depuis 10 ans, revenir chaque année sur l'apprentissage. Mais peu de sénateurs ont un enfant ou ont passé par un apprentissage et non pas le parcours d'un enfant qui est passé par là. Le mien est passé par là, il a fait un CAP, un bac pro. Et effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont volontaires et veulent partir dans l'apprentissage. Mais souvent, c'est justement les maîtres d'apprentissage qui ne font pas tellement d'efforts. Et quand on entend du matin au soir, vous nous revenez trop cher quand ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je pense que quand on voit par rapport à l'effort et au travail qu'ils font, même déjà à partir de 16 ans, je crois qu'il faut aussi revoir beaucoup de choses. Et surtout aujourd'hui, le problème qui est vraiment, on le constate, c'est ceux qui veulent aller en alternance pour un BTS, puisque les entreprises ne veulent plus embaucher, puisqu'elles sont obligées de financer, mais surtout dire que quand on part pour un BTS, c'est qu'on a déjà une formation, donc que derrière, on apporte beaucoup dans l'entreprise. Monsieur Café. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai une question qui déborde le cadre strict du budget de votre ministère, mais qui néanmoins me semble présenter un intérêt en fait pour les finances publiques. La collectivité nationale consacre à travers le CICE et le pacte de responsabilité un effort tout à fait considérable en faveur des entreprises et dans l'objectif bien évidemment de faire le maximum pour l'emploi. Je ne vais pas rappeler les chiffres, mais tout le monde les connaît. En 2017, ce sera 40 milliards. Et bien évidemment, se pose la question en fait de l'efficacité de cette dépense. Alors, pour le CICE, les résultats dont on dispose pour le moment, mais qui sont temporaires et qui viennent de France Stratégie, semblent montrer en fait que le CICE est utilisé par les entreprises principalement pour l'investissement, pour le développement de l'emploi, et pas pour la distribution de dividendes comme on l'entend parfois. Sur le pacte de responsabilité, il n'y a pas de véritables études qui sont disponibles, mais on a le sentiment quand même que l'esprit des contreparties qui animait ce pacte de responsabilité, contrepartie avec les entreprises, a quand même du mal à prendre corps. Bon. Et alors, je n'ai jamais été, moi, un partisan, en fait, des objectifs chiffrés, déclinés, et parfois entreprise par entreprise, comme on a pu entendre la proposition de la part d'un certain nombre de parlementaires. Mais il semblerait quand même que les engagements en faveur des entreprises et du monde patronal pour l'utilisation de cette manne en faveur de l'emploi, et notamment au niveau des branches et dans les discussions de branches, ne soient pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Donc ma question est, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur ces négociations de branches, ces discussions de branches, et que peut-on en espérer dans un avenir que nous espérons tous proches? Monsieur Jean Santas. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Alors selon les régions, les départements, on a un regard sur les maisons de l'emploi et sur les missions locales. Moi je veux revenir, et comme on a peu de temps et si on veut vous laisser nous répondre, il faut aller vite. Je vais vers, dans une situation sociale difficile, économique et sociale difficile, ceux qui souffrent le plus, ce sont les jeunes. Et ceux qui souffrent encore plus, ce sont les jeunes dépourvus de diplôme, en rupture avec l'éducation, en rupture familiale parfois. Et ils n'ont plus qu'une seule chose à pousser, c'est la porte des missions locales.
Et vous avez, à travers l'engagement, et vous l'avez répété fortement, 188,8 millions d'euros, 269 avec les expérimentations de la garantie jeune, vous redonnez aussi avec les emplois d'avenir, vous redonnez des outils aux conseillers. C'est-à-dire que quand on pousse la porte de la mission locale, aujourd'hui, on a des possibilités de sortie et de construire des parcours d'insertion sociale et professionnelle pour les jeunes de moins de 25. Et moi, je salue votre directive en direction des directions régionales de ne pas déroger pour les emplois d'avenir, d'avoir vraiment le public cible, c'est-à-dire les jeunes sans diplôme, parce qu'ils seraient restés automatiquement au bord de la route. Ils n'auraient aucune solution d'entrer dans la vie active. Et à travers votre démarche, alors certes, il faut parfois déroger, parce qu'on arrive à parfois entendre, mais finalement, mon fils a eu le bac, il aurait mieux valu qu'il rate, parce qu'il aurait été dans les publics prioritaires pour les emplois d'avenir. Voilà. Alors, on a des petites... il faut se réserver une petite dérogation possible, mais en tous les cas, vous avez redonné du sens. Parce que les missions locales, ce sont des associations, on retrouve des élus locaux, des responsables patronaux, syndicaux, un territoire économique. Alors, la caricature que nous donne Patricia, moi, dans mon département, il y a une mission locale départementale. Donc, et qui coordonne l'action sur l'ensemble du territoire d'un petit département, certes, mais voilà, on a décidé avec l'État d'avoir ce schéma-là. Et aujourd'hui, les missions locales donc, sont en première ligne. Moi, je salue l'effort qui est fait, je le redis encore fortement. Nous sommes, les missions locales de ma région, discutent actuellement avec les conseils régionaux des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens. Et il se trouve, et j'ai entendu avec satisfaction dans votre intervention, une compensation intégrale de prime de l'apprentissage, de la prime d'apprentissage aux régions. Alors, ma question, c'est celle-ci. Je veux l'entendre de nouveau fortement, puisque la région Limousin nous annonce des baisses en direction des missions locales, parce que justement, il n'y aurait pas une compensation intégrale. Et voilà, j'entends qu'il y a 65 millions d'euros en direction des régions, une compensation intégrale. Donc voilà, ma question est dans ce sens, en sachant que les missions locales, aujourd'hui, sont véritablement des remparts, et la garantie jeune, un rempart important contre la pauvreté. Madame Gatel. Président, Monsieur le ministre, je voudrais faire 3 remarques. La première concerne les emplois aidés dans les collectivités. Vous nous avez dit, et Madame Touraine nous a dit aussi, que ces emplois aidés correspondent à de vrais besoins, notamment à l'éducation nationale. On peut à la fois s'en réjouir parce que les jeunes accomplissent de vraies tâches, et en même temps, moi je pense qu'il faut aussi qu'on ait un regard à plus longue vue, parce que peut-être qu'un jour, cette crise de l'emploi extrêmement difficile sera un peu moins difficile, mais que je ne pense pas que nous rentrerons dans une civilisation où le plein emploi sera une règle, et qu'il faudra sans doute se faire à l'idée qu'on aura des allers-retours entre l'emploi et le non-emploi, ce qui pose bien la question de la formation professionnelle tout au long de la vie, qu'il ne faut pas gérer qu'au moment de crise. Pour revenir à la question des emplois aidés dans les collectivités, où les collectivités font preuve d'un civisme qui est à saluer parce qu'on doit être solidaire dans un moment aussi difficile, moi j'ai beaucoup de craintes sur la sortie du dispositif. C'est-à-dire quand on sera au bout de ce dispositif de contrat aidé, et cela a été rappelé tout à l'heure par une de mes collègues, les collectivités ne pourront pas garder et financer des postes qui aujourd'hui correspondent à un vrai besoin, et on a connu ça avec d'autres dispositifs. Donc moi, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais je pense qu'il faut qu'on anticipe aussi cette question. Mon troisième point concerne l'apprentissage, on en a beaucoup parlé, et je suis heureuse, Monsieur le Ministre, que vous en parliez autant, et je le dis très sincèrement, mais en même temps, moi je pense qu'on ne parle d'apprentissage que quand ça va mal. Et alors, on met un coup de projecteur sur l'apprentissage en ayant l'air de découvrir de manière assez régulière que c'est une vraie filière de réussite et un miracle. C'est une vraie filière de réussite, mais je pense, et tout le monde l'a dit, qu'on a en France un vrai problème culturel sur l'apprentissage. J'ai fait la remarque l'autre jour à Madame Touraine qui nous a expliqué que la revalorisation des allocations familiales interviendrait quand l'enfant aurait 16 ans parce que c'est l'âge du lycée. Ça veut dire que quand on écrit des choses comme ça, personne ne pense qu'il y a aussi des jeunes qui, à 16 ans,
font d'autres choix de vie. Donc ça, c'est un vrai problème. Et que moi, je pense qu'il faut que, effectivement, si on veut valoriser l'apprentissage, il faut le faire connaître. Il faut qu'on ait des campagnes de promotion de l'apprentissage sur les métiers qui existent, montrer des jeunes qui sont en voie de réussite, qui ont démarré au bas de l'échelle et qui ont eu des vraies progressions. C'est comme ça, mais de manière récurrente, qu'on fera passer les messages. Et Madame a raison, je pense que le jour où chacun d'entre nous sera fier d'avoir un enfant qui a été apprenti, les choses iront mieux. Et on a aussi une vraie question sur le rapport avec l'éducation nationale. Parce qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, Monsieur le ministre, elle est dans votre ministère, et les gens qui font de l'orientation sont dans le ministère de l'Éducation nationale. Et que quand ils parlent de l'alternance, ils parlent de l'alternance dans les lycées. Donc moi, je pense que c'est aussi une bonne chose, sauf que nous avons de vraies difficultés aujourd'hui pour que les entreprises accueillent tous les jeunes qui ont des périodes de stage au même moment, et que moi, je pense qu'il faut aussi un lien entre les gens qui font l'orientation et la formation professionnelle. Et moi, je me demande pourquoi, par exemple, les écoles de commerce ne relèvent pas de votre ministère, alors que c'est de la formation professionnelle, tout autant que des CFA. Et enfin, je voudrais aussi reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par une de mes collègues sur la garantie jeune. Moi, je me dis, il est bien qu'on soit solidaire des jeunes complètement désorientés, mais Monsieur le ministre, avoir un enfant en apprentissage, c'est un coût. Puisque quand vous avez un enfant en apprentissage dans une entreprise, parfois il doit avoir 2 lieux d'habitation. Le lieu du CFA et le lieu de l'entreprise, et parfois 3, plus le transport, plus les outils qu'il faut acheter. Donc moi, j'aimerais bien que cette garantie jeune, elle soit aussi un peu fléchée à destination des jeunes qui s'engagent courageusement dans la vie professionnelle. Bien, Monsieur le ministre, il vous reste 8 minutes pour répondre à toutes ces questions. Bon, d'abord, merci de participer à la réflexion. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre très précisément. Il y a eu une question très générale sur les maisons de l'emploi. Je comprends, en plus, il y a des maisons de l'emploi qui travaillent bien, et puis il y en a qui sont moins efficaces, on va dire des choses comme ça. D'abord, elles ne couvrent qu'un tiers du territoire national. Elles marchent bien quand elles sont en lien avec un bassin d'emploi. Ça a été dit par les uns et par les autres. Donc, moi, je vais dire les choses clairement, j'ai sauvé le budget de fonctionnement des maisons de l'emploi. Quand on fait des économies, on cherche partout. Et voilà. Donc, j'ai maintenu le budget de fonctionnement. J'ouvre la possibilité, sur les appels à projets, d'aller frapper aux portes des directs pour demander les aides GPEC qui sont là, territoriales. Donc, celles qui fonctionnent, voilà. J'envisage de mettre en place une mission parlementaire pour essayer de... Il y a des bonnes missions, il y a des bonnes maisons de l'emploi, et il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Il faudrait trouver, pour le moment on ne l'a pas fait, des critères qui permettaient d'améliorer le fonctionnement des bonnes, donner plus, enfin je dois dire les choses comme ça, donner plus aux bonnes. D'ailleurs, il y a des collectivités locales qui aident beaucoup les maisons de l'emploi, il y a des collectivités locales qui n'aident pas du tout les maisons de l'emploi. Donc moi j'ai demandé à avoir un tableau, je m'engage à vous le fournir, précis, maison de l'emploi par maison de l'emploi, la clé de financement, etc. Madame Procaccia, elle est souvent très, très pertinente dans ses remarques. C'est vrai que moi-même, à Dijon, je peux donner mon expérience. Hein, j'ai créé une maison de l'emploi. M. Borloo a lancé ça. Je me suis lancé dedans. On l'a fait sur le bassin d'emploi. C'était une maison de l'emploi et de la formation. On faisait des... voilà. Et puis, il y a eu quand même une politique d'État nationale qui a consisté à fusionner, c'est vrai, l'ANPE et ACEDIC pour faire Pôle emploi. Et on a donné, et je continue, hein, je ne vais pas dire le contraire, continue de donner des missions à Pôle emploi qui relevaient en partie des missions des maisons de l'emploi précédemment. Et donc, il y a là, aujourd'hui, un effort de rationalisation à faire. Et il faut, je crois, cibler plus les maisons de l'emploi sur la prospective, la réflexion, sur le bassin d'emploi, sur les formations nécessaires, qualifiantes, celles qui correspondent, et plus du tout sur ce qu'elles faisaient avant, puisqu'elles n'ont plus à faire de placement. C'est le rôle de Pôle emploi et de Pôle emploi et d'autres structures, mais il y a les plis, etc. Il faut essayer de simplifier. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'ai lancé un travail aussi avec Alliance Ville Emploi, avec les collectivités pour voir tout cela. Donc, mais pour le moment,
Il y a un rapport qui a été fait par Madame Bouillaguet sur le bilan. Moi, je m'engage à vous donner toutes les informations nécessaires et voir comment on peut encore améliorer plus finement les crédits affectés aux maisons de l'emploi. Je ne vais pas reprendre ce que tout le monde m'a demandé, mais il y a des choses qui se recoupent. Il y a une question générale qui a été évoquée par monsieur Café sur les engagements réciproques, on va dire. Les 41 milliards d'euros de retour pour augmenter la compétitivité des entreprises, pour le moment, la vérité, et c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour, on ne peut pas vouloir que ça aille plus vite que ça ne va. La vérité, c'est que c'est la première année où le CICE entre en réalité pour les entreprises aujourd'hui, et encore qu'à hauteur de 4%. Donc ça sera à hauteur de 6% en 2015, et donc on ne peut pas porter jugement à l'avance de ce qui va se passer. Mais il y a un suivi qui montre qu'il y a de l'investissement qui se fait, pas forcément, et vous aviez raison, pas forcément d'ailleurs directement sur l'emploi, mais sur l'investissement. C'est bien, l'investissement c'est bien. Et donc c'est pas forcément directement de l'emploi, c'est de l'investissement, mais on va pas dire, comme disait Helmut Schmidt, c'est les emplois de demain, mais enfin sûrement ça représente des emplois de demain, ça c'est clair. Je voudrais ajouter sur le pacte que vous m'avez demandé, il y a aujourd'hui, alors j'ai réuni 50 branches, et vous savez, il y a 700 branches en France, hein, donc on va les réduire, et tout le monde est d'accord. On va passer sûrement à un horizon de 100 sur 10 ans. Mais ça va poser des problèmes, bien évidemment. En tous les cas, on va les réduire, et j'ai réuni les 50 plus importantes. Les 50 plus importantes, elles couvrent près de 12 millions de salariés. C'est pas rien. Là-dessus, sur les 50, il y en a 44 qui ont commencé, il y en a qui ont signé, il y en a qui sont avancés, il y en a qui sont, mais qui ont élaboré un calendrier. Et puis il y en a 6 qui n'ont rien fait. Elle concerne, dont une, la branche des experts comptables, ça fait à peu près 140 000 personnes concernées. Ils se sont réunis, puis ils ont dit qu'ils ne voulaient rien faire. Donc voilà, c'est simple. C'est parce que ce sont des professions qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle des professions réglementées, et je pense qu'il y a un lien entre les deux. Donc on va voir comment on peut débloquer cela. Voilà, mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, je le dis. Je ne citerai pas les 5 autres branches. Mais je crois qu'il y a les officines de pharmacie, il y a les cabinets médicaux, il y a les concierges et gardiens d'immeubles, et il y a la restauration, je crois, la restauration collective, je crois. Voilà. Les 5 branches, plus les experts comptables. Voilà, ceux qui, pour le moment... Mais les experts comptables, eux, ils sont réunis, ils ont dit non. Les autres ne sont pas encore réunis. Voilà, on verra tout cela. Je continue, excusez-moi, j'essaie d'avancer. L'insertion par l'activité économique, M. Mouillet, oui, mais on va continuer. Il ne faut pas avoir de crainte sur l'aide au poste, ça va le faire très bien. On va y arriver. Je les ai rencontrés. Moi, j'ai été les voir. J'ai été voir comment ça fonctionnait. Ils l'avaient demandé. On les a beaucoup aidés depuis 2 ans. À cet égard, je voudrais quand même dire, oui, le budget, il a un peu baissé. Il a baissé, M. Morisset me l'a dit aussi, il a baissé de 1%. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il a augmenté de 20% depuis 2012. Quand même, je me permets de le dire. Donc, quand on est arrivé, il était en dessous de 10 milliards, il était de 9 milliards 6, et il est aujourd'hui de 11 milliards 3. Alors, voilà, bon, c'est vrai qu'il est étal cette année, voire un léger recul, mais bon. Pour l'aide au poste, je maintiens, nous allons y arriver. Les contrats aidés, oui, madame, je crois que c'est madame... Gattel qui m'a dit qu'il y a un problème de financement pour les collectivités locales. Mais ça ne coûte pas très cher aux collectivités locales, c'est à l'État que ça... Ah oui, mais aux collectivités locales, et encore, il y en a qui n'en prennent pas. Il y en a qui n'en prennent pas, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Chacun se débrouille, il fait ce qu'il veut. C'est la liberté des collectivités locales, mais c'est 80-85% de financement, donc quand même d'État. Donc voilà. Et ça aide quand même, à condition qu'il y ait la durée. Je le redis, à condition qu'il y ait la durée. Et la durée, c'est 1 an. On arrive vers 1 an, d'ailleurs, avec 11,3 pour le moment. La garantie... Alors, l'insertion par l'activité économique, n'ayez pas de crainte. Les crédits sont là. On y travaille. Je suis ça de près. J'ai, dans ma région,
le plus gros groupe d'entreprises d'insertion, et on peut les suivre, on peut les regarder, j'ai été voir, ça fonctionne, ils ont eu les crédits qu'ils voulaient. Et on va suivre ça. La garantie jeune, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, il a été posé par Mme Procaccia. C'est une initiative européenne. C'est une initiative européenne. L'Europe met sur la table 6,5 milliards, et nous, enfin, moi j'aimerais bien qu'on en mette encore plus, mais 6,5 milliards pour les jeunes qui sont ce qu'ils appellent les NEET, c'est-à-dire ceux qui sont sans emploi, sans stage, sans formation et qui sont même en France des décrocheurs. J'ajoute que ça serait bien aussi d'arrêter le flux des décrocheurs chaque année. Ça, c'est en amont, parce que ça coûte très cher à la société. En aval, on est, je pense, tous d'accord. On estime on dit 150 000, mais disons, il y a bien 130 000 chaque année, voilà, qui en plus se retrouvent sur le marché du travail, bien souvent, volontairement ou involontairement, se retrouvent sur le marché du travail, en tous les cas demandeurs d'emploi, et il y a 600 000 départs en retraite chaque année, 600 000 départs en retraite, mais il y a en France 740 000 arrivés sur le marché du travail. Donc, non seulement il faut stabiliser, mais il faut avoir plus de postes. En Allemagne, c'est l'inverse. Donc, c'est vrai que c'est plus facile quand vous en avez moins. Mais pour l'avenir, c'est mieux d'avoir plus de jeunes. Je le crois et je le dis, même s'il faut les assumer. Garantie jeune. Donc, la France, elle est concernée à hauteur de 10% de l'enveloppe européenne. 660 millions d'euros. L'Espagne, c'est 1,4 milliard ou 1,3 milliard. L'Italie, ça doit être 900 millions d'euros, etc. Donc, on ne peut pas, pour une fois que l'Europe met en place un dispositif, voilà. Alors, c'est pas, j'ai entendu, parce que le débat, il existe, et c'est une bonne question, le RSA, un RSA jeune, une sorte de RSA socle. Non, il y a un accompagnement qui sera fait par les missions locales. D'ailleurs, il y a des crédits d'accompagnement, parce que si le jeune, il touche 445 € par mois, en compensation, il doit aller faire des stages en immersion en entreprise. J'ai rencontré des jeunes dans des forums d'emploi, des jeunes qui sont en garantie jeune, et ils sont très heureux parce qu'ils ont trouvé de l'immersion en entreprise uniquement parce qu'ils avaient la garantie jeune et qu'ils étaient accompagnés par les missions locales. Donc ça a un facteur, je crois, d'accompagnement. Ça a été demandé, c'est une demande qui a été formulée par les partenaires sociaux à la fin de la grande conférence sociale. On était sur 10 000. On en a fait très exactement 6 500, 7 000 peut-être à l'heure où on parle. Et donc, il va falloir faire un gap important pour arriver à 50 000 l'année prochaine. Bon, mais il faut veiller à ce que ça ne soit pas une allocation d'assistanat. J'ai entendu, et ça doit être... c'est pour ça qu'il y a un suivi. Et chaque mission locale, il y a 1 600 € qui sont versés par jeune pour l'accompagnement et le suivi. Donc c'est important, sinon ça ne marche pas. Sinon c'est exactement ce qui a été dit et dénoncé. Est-ce que j'ai oublié beaucoup de choses? Oui, la GFIP, Madame Debré, oui, il y a une ponction qui est faite de 29 millions d'euros. C'est vrai aussi sur le FIPH, fonction publique, FP, merci, c'est vrai aussi du même montant, 29 millions d'euros. Les deux ont des réserves dormantes de l'ordre de, je l'ai dit pour oui, la fonction publique, l'insertion de la fonction publique des personnes handicapées, c'est 394 millions qu'il y a. Donc, voilà, on peut, sans porter atteinte à cela. Est-ce que ça va servir? C'est le sens de votre question. Est-ce que ça va servir? Oui. Il y a aujourd'hui, on finance à peu près 20 000 emplois aidés de personnes en situation de handicap pour des handicapés. 20 000 emplois aidés pour des handicapés. Il y en avait 5 000 en 2013. 50 000. Pourquoi? Avec les 60 000. Ah oui, avec les 60 000, oui. Bon, alors, on en a en réalité 10 000 en plus multiplié par 2, ça va faire 20 000 de plus, emplois aidés spécifiquement tournés vers les personnes handicapées. Et donc, j'ai rencontré d'ailleurs la présidente de la GFIP pour lui dire, c'est géré par les partenaires sociaux. Est-ce que je dois dire ça? Non, si je dis ça, ça va immédiatement... Voilà, il y a donc deux fonds. Voilà.
Je n'en dirai pas plus. On pourrait travailler en meilleure coordination. Voilà, je pense. Je crois que tout le monde a compris le sentiment qui m'anime. Dire également que je n'oublie rien. Les ruptures conventionnelles, c'était Madame Schillinger. Oui, il y a eu un mouvement de ruptures conventionnelles. Maintenant, il y a des différés qui sont pris en compte par l'assurance chômage, mais c'est vrai que c'était un peu difficile de comprendre que 453 cadres de Pôle emploi bénéficient de rupture conventionnelle avant de s'inscrire à Pôle emploi. C'est quand même un peu difficile. C'était le résultat de la fusion où il y avait plus de cadres que nécessaire et moins de conseillers. C'est deux cultures, voilà. Plus ceux qui sont inscrits aujourd'hui dans les dispositifs et qui sont dispensés de recherche d'emploi de facto, parce que il y a une sorte de, tout le monde le sait, de pré-retraite comme cela qui peut se permettre aux entreprises de le faire. Donc il faut faire en sorte de limiter mais les entreprises sont très demanderesses ou demandeuses, je ne sais pas comment il faut dire, de ce dispositif des ruptures conventionnelles. Moi, je suis plus réservé, voilà. Mais il faut tenir compte de cela. C'est, me dit-on, une facilité. Sur les missions locales, le nombre de missions locales, en général, ça fonctionne très bien. C'est très bien. Et je ne vais pas regarder dans les territoires. Ce que je sais, c'est que c'est bien suivi. Ça fonctionne bien. Sur l'apprentissage, d'une manière générale, vous avez tous raison. Moi, je suis... et on est tous confrontés au problème. Et ça a été dit par le rapporteur au départ. J'ai présidé la commission de la formation professionnelle au Conseil régional il y a quelque temps, enfin dans ma jeunesse on va dire, et donc je voyais bien l'apprentissage des objectifs étaient quantitativement toujours les mêmes, 500 000, 500 000, 500 000. Les ministres du Travail se sont succédés en disant 500 000, 500 000. L'actuel président du Sénat avait dit 500 000. On n'a jamais dépassé les 400 000. Et là, on a perdu 8%. C'est vrai, on a perdu 8%. On a un problème de jeunes qui n'arrivent pas à trouver des stages en entreprise, quand même. Il faut quand même le dire. On trouve certains jeunes se découragent parce qu'ils envoient 50 lettres pour trouver une entreprise qui accepte de les accueillir. Et par contre, quand je rencontre les entreprises, elles sont très d'accord avec l'apprentissage. Elles disent toutes c'est formidable, voilà. Les partenaires sociaux, tout le monde dit c'est formidable. Donc j'espère que, puisque tout le monde dit que c'est formidable, que c'est stabilisé, qu'on fait une campagne. Je voulais vous le dire, on a fait une campagne nationale de promotion consacrée aujourd'hui, chaque euro dépensé compte, plus d'1 million d'euros. On a pu prendre des entreprises qui parlent aux jeunes. On a fait la FNAC, par exemple, avec M. Bompard. Donc, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver, mais il ne faut plus qu'on change de dispositif. Voilà, donc je veillerai, je ne sais plus qui a dit cela, je veillerai à ce que M. Macron ne vienne pas modifier cela. On fera les choses ensemble, mais il n'y a pas de raison de modifier plus que cela les choses. Voilà, Monsieur le Président, j'ai peut-être éludé certaines questions, mais pas par volonté de le faire, en tous les cas. Oui, si, la question que vous m'avez posée, M. Cadic, sur comité consulaire, c'est pas... je regrette, hein, mais il faudra demander au ministre concerné. Mais je ne peux pas prendre ce genre de... sur mon budget, je n'ai pas la place pour prendre ça. Donc voilà, mais je n'en nie pas l'utilité. Il faudra voir avec le ministre concerné. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bon, vous n'avez que 9 minutes de retard, ça va aller pour le reste. Voilà pour cette audition de François Rebsamen, le ministre du Travail, qui a été auditionné par la Commission des Affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2015. L'ancien sénateur a défendu son bilan. Il a d'ailleurs été attaqué par plusieurs sénateurs de droite sur l'efficacité des emplois aidés, sur les contrats d'avenir, sur les contrats de génération. Il a également défendu son budget pour 2015 qui va évoluer dans un contexte très contraint. Mais je le cite, c'est un budget de mobilisation pour plus d'efficacité dans la politique de l'emploi pour demain. Un budget qui sera également tout particulièrement orienté vers la jeunesse. Rappelons que François Rebsamen a récemment concédé l'échec du gouvernement dans la lutte contre le chômage, même s'il a estimé que c'est un échec collectif, un échec qui ne date pas d'hier. Il a d'ailleurs tout à l'heure déclaré dans la même veine que depuis des années, structurellement, la France a fait le choix d'un chômage de masse, cela par un marché du travail où il est très difficile de rentrer pour ceux qui n'y sont pas encore insérés.
Voilà donc pour cette audition de François Rebsamen, une audition qui vient de se conclure. Tout de suite, je vous propose de revenir à un temps fort de la séance hier soir, cette nuit. C'était lors de l'examen du projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises. À l'initiative de la droite, les sénateurs ont adopté la suppression du compte de prévention de la pénibilité, l'une des mesures phares de la réforme des retraites. C'était une demande du MEDEF qui réclamait cette suppression, jugeant que ce compte était inapplicable et anxiogène pour les entreprises. Tout de suite donc, retour à la séance. Tant pour les entreprises que pour les salariés, afin d'éviter la multiplication des contentieux sur les facteurs d'exposition et l'attribution de points s'y rapportant. Il convient de ne pas introduire de nouvelles formes de conflictualité sociale au sein de l'entreprise. Cet amendement propose d'introduire une procédure de rescrit simplifiée sur la prise en compte de l'exposition aux facteurs de pénibilité. Il s'agirait pour les entreprises